le 6 avril prochain, on va marquer le 25e anniversaire du pire acte terroriste des années 1990. Et vous savez de quoi je parle peut-être? C'est l'attentat qui a coûté la vie à deux présidents, deux chefs d'État africains et qui a déclenché des événements que l'on sait, une tragédie hors norme, une tragédie au Rwanda. Pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir le colonel Luc Marshall, qui était commandant de la mission spéciale des Nations Unies au Rwanda, le MINUAR, et dirigeait les troupes, environ 450 troupes, à partir de Kigali, et qui a vécu ces événements de près et donne une perspective qu'on n'entend pas beaucoup. Bonjour, colonel Marshall. Oui, bonjour, Monsieur Philpot. Merci beaucoup d'avoir accepté cette demande d'entrevue. Avec plaisir. Et à l'occasion de ce triste anniversaire, pourriez-vous commencer avec un rappel des événements qui a amené les Nations Unies à déployer des troupes au Rwanda en 1993 et jusqu'en 1994? Oui, mais sans vouloir remonter au déluge, je prendrai comme point de départ la première attaque faite par le FPR en territoire rwandais et à partir de l'Ouganda. Attaque menée début octobre 1990. Bon, cette attaque déclencha une intervention de la France, de la Belgique et du Zaïre. Bon, on sait que la France maintiendra un détachement sur place jusqu'à la mi-décembre 1993, moment où la MINUAR prit la relève. Suite à cette première incursion du FPR, eh bien, une certaine pression internationale s'est exercée sur le président Habyarimana afin qu'il démocratise son régime. Et 2 mois plus tard, en janvier 1991, le Front patriotique rwandais, que j'appellerai FPR à présent, mène une seconde attaque sur le sol rwandais. Un peu plus tard, à la mi-91, preuve que le président Habyarimana avait pris en considération les recommandations de la communauté internationale, eh bien, la constitution rwandaise est modifiée pour permettre le multipartisme, c'est-à-dire l'intégration dans le gouvernement de représentants des partis d'opposition. Parallèlement, l'Organisation de l'Unité africaine décide de déployer à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda une mission d'observation appelée le GOM, donc pour Groupe des observateurs militaires neutres. Alors en avril 1992, concrétisation de la démocratisation, a lieu la mise en place du premier gouvernement de coalition, donc avec des représentants des partis d'opposition. En juin de la même année, donc en 92, le FPR mène une troisième attaque, mais celle-ci d'envergure, beaucoup plus importante que les 2 premières. Cette attaque sera suivie de la signature à Arusha d'un cessez-le-feu. Ça, c'est le premier accord d'une suite de différents accords qui ont ponctué des négociations pendant environ 1 an pour mener aux fameux accords de paix d'Arusha, qui ont été signés en août 1993. Et pendant cette année de négociations, figurez-vous que le FPR, tout en négociant, a lancé en février 1993, donc nous sommes encore en pleine négociation, le FPR a lancé une offensive, mais celle-ci vraiment d'importance, qui lui a permis de s'emparer d'une partie non négligeable du territoire rwandais. Finalement, comme je l'ai dit, le 4 août 1993, les accords d'Arusha sont signés et ces accords prévoyaient, et on vient à votre question, le déploiement d'une force de paix au plus tard, 37 jours après la signature des 10 accords, soit
la limite longue pour le déploiement de cette force de paix le 10 septembre 1993. Or, ce n'est que le 5 octobre 1993 que le Conseil de sécurité de l'ONU va voter la résolution 872 qui définira le mandat de la MINUAR. Il faudra encore attendre plus d'1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 novembre, pour que le quartier général de la MINUAR soit officiellement inauguré et voir les premiers casques bleus se déployer à Kigali. En réalité, et concrètement, ce n'est qu'à la mi-décembre 1993, donc, que la MINUAR, et encore uniquement le secteur Kigali que je commandais, sera en mesure de commencer son travail sur le terrain. Soit plus de 4 mois après la signature des accords d'Arusha. Ouais. Quant au rôle de la MINUAR, et pour faire bref, je dirais que sa mission générale était de créer un climat propice à la mise en place des institutions de transition. Bon, c'est un vocable assez mystérieux peut-être pour vos auditeurs, mais les institutions de transition, elles étaient au nombre de 3. La première, c'est la fonction présidentielle. La deuxième, c'est le gouvernement de transition. Et la troisième, c'est l'Assemblée nationale de transition. Donc, ces 3 institutions, c'était la mission de la MINUAR de créer un climat favorable à leur mise en place et d'aider aussi les partis en présence, c'est-à-dire la partie gouvernementale et le FPR, tout au long du processus de paix qui devait durer 22 mois et se terminer par la tenue d'élections dites libres auxquelles toutes les composantes politiques du pays étaient appelées à participer. Voilà un petit peu pour la genèse de la mise en place et de la mission de la MINUAR, donc qui est la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Oui. Et colonel Marshall, l'accord d'Arusha permettait quand même d'espérer que la guerre serait finie et permettait un certain partage du pouvoir. Pourriez-vous nous en parler un peu du contenu de cet accord qui a été signé sous les auspices de grandes puissances, si je ne me trompe pas? Oui. Les parties prenantes, je veux dire les parties observatrices des accords d'Arusha, puisque ce sont les 2 parties concernées qui ont négocié ces accords, mais il y avait des observateurs qui étaient là aussi pour, comme on dit, coacher les négociateurs. Il y avait les États-Unis, la France et la Belgique. Donc là, il y avait quand même des pays, entre autres la France et les États-Unis, d'une certaine importance. Et le contenu était très précis, puisque je vous ai parlé d'une série d'accords qui définissaient, par exemple, la fusion des 2 armées, puisque de part et d'autre, disons qu'on estimait à l'époque qu'il y avait 30 000 militaires du côté FPR et 30 000 militaires du côté des forces armées rwandaises, les FAR. Il fallait fondre ces 2 forces armées, donc aussi démobiliser des milliers de soldats, éviter que ces soldats ne rentrent dans le civil avec une arme en main et commencent à constituer des milices pour rançonner la population. Il y avait aussi, et les négociations ont été âpres, pour définir le pourcentage de militaires ou de fonctions qui étaient réservées au FPR et le pourcentage de fonctions qui étaient réservées aux forces gouvernementales. On sait aussi que le FPR a exigé de prendre le commandement de la gendarmerie. Donc, en fait, ces accords d'Arusha ont nécessité beaucoup de souplesse. Mais pour avoir vécu, puisque à l'époque j'étais moi-même conseiller au cabinet du ministre de la Défense belge, donc j'ai bien suivi l'évolution de ces négociations,
je dois reconnaître que c'est surtout la partie gouvernementale qui a fait énormément de concessions par rapport au FPR, puisque il est vrai, si on met sur deux plateaux de balance les concessions faites par l'un et par l'autre, manifestement, le plateau penche en fonction pour les forces gouvernementales qui ont fait beaucoup plus de concessions que le Front patriotique rwandais. Oui. Et le colonel Marshall, je lisais un témoignage que vous avez fait il y a plusieurs années, et vous disiez que la collaboration, la MINUAR avait cette responsabilité internationale de l'ONU de veiller à l'application de ces accords de paix, et la collaboration avec les forces gouvernementales a été bonne, contrairement au FPR. Pourriez-vous nous en parler un peu des exemples de cette absence ou pour la présence de collaboration avant l'attentat? Oui. Donc, il faut que j'explique très brièvement que ma fonction au sein de la MINUAR, j'avais compétence sur toute une zone qui englobait la capitale du pays et qui s'étendait à 10 à 15 kilomètres au-delà de la capitale. Donc c'était quand même une zone très, très étendue. Et au sein de cette zone, que l'on a appelée la zone de consignation des armes, un accord avait été conclu entre les deux parties, accord qui définissait le niveau d'armement qui était toléré au sein de cette zone et qui définissait aussi toute une série de règles pour le mouvement des troupes et ainsi de suite. Le but étant de diminuer la présence militaire à un maximum pour susciter, développer un sentiment de paix et favorable donc à la mise en place de ces institutions de transition. Et donc, dans le contexte de cette situation, moi qui étais responsable de veiller à la bonne application de cet accord de paix sur la zone de consignation des armes, j'étais particulièrement bien placé pour pouvoir apprécier dans quelle mesure chaque partie s'acquittait honnêtement de ses responsabilités et de ses engagements. Et force m'a été de constater que tout n'a peut-être pas été parfait du côté des forces gouvernementales, mais à part quelques incidents au début, mais minimes, les choses se sont vraiment bien passées, et particulièrement avec la gendarmerie, qui était notre auxiliaire dans ce processus de pacification. Les choses se sont bien passées. Très rapidement, j'ai dû constater qu'il n'en était pas de même de la part du FPR, dont j'ai qualifié la collaboration, entre guillemets, de collaboration à couteau tiré, c'est dire si les choses n'étaient pas évidentes. Et déjà, mais quand je dis très rapidement, c'est très rapidement, puisque dans le courant du mois de janvier, j'ai établi un rapport que j'ai adressé où je signalais une radicalisation manifeste de la part du Front patriotique rwandais, qui ne respectait pas les accords de la consignation des armes, malgré le fait qu'il était signataire de ces accords. C'était des provocations incessantes, par pure, provocation pour voir jusqu'où le FPR pouvait aller dans la confrontation avec la MINUAR. Et là, ça, je vous avoue que ce fut pour moi très épuisant, parce que mon boulot était justement de veiller à ce qu'il y ait un véritable équilibre dans l'investissement de chaque partie dans le processus de paix, et que
je n'avais pas une réponse identique des deux côtés. Oui. Et je rappelle, on parle avec le colonel Luc Marshall qui était commandant des troupes de la MINUAR, la mission spéciale des Nations Unies au Rwanda, en 93 et 94, et il commandait surtout la région de Kigali. Et colonel Marshall, le 6 avril 1994, l'avion présidentiel avec le président Habyarimana et le président du Burundi est abattu par des missiles. Vous avez déjà eu, avec le recul, vous avez déjà vu des signes avant-coureurs qui laissent entendre qui a été le responsable de cela. Pourriez-vous nous en parler de de vos soupçons quand c'est abattu? Qu'est-ce qui a pu vous permettre de penser que ça a été ça a été les FPR? Mais, écoutez, je vous avoue franchement qu'au moment même de l'attentat, je ne me suis pas posé la question de savoir qui était l'auteur de l'attentat. Bon, il est évident que c'était un attentat, puisque l'avion a été abattu par un missile sol-air. Donc là, la chose était claire. Par contre, la réalité dont j'avais parfaitement conscience, c'était de vivre un événement historique. J'avais aussi le sentiment que tout devait être fait afin que le pays ne bascule pas dans l'anarchie et que la guerre ne reprenne. Donc ça, c'était vraiment mon sentiment au moment de l'attentat. Ce que je peux vous dire également, c'est que les responsables rwandais, le général Dallaire et moi-même avons rencontré, de suite après l'attentat, n'avaient strictement rien à voir avec cet acte terroriste. En effet, je me suis retrouvé en face de responsables complètement désemparés par la mort du président et par la mort du chef d'état-major des forces armées rwandaises. À ce moment-là, leur seule préoccupation était, primo, d'éviter que le pays ne bascule dans le chaos. Secundo, ils ont solennellement demandé l'aide de la MINUAR pour que le pays ne bascule pas dans la guerre. Et troisièmement, ils ont réaffirmé leur volonté tout à fait explicite d'appliquer le plus rapidement possible les accords de paix d'Arusha. Donc, pour avoir vécu ces événements, je n'avais pas devant moi des comploteurs et des gens qui avaient organisé un attentat. Ouais. Et du reste, si ça avait été le cas, vous imaginez bien que ni le général Dallaire ni moi-même aurions été invités à participer à la réunion de ce comité de crise. Ouais. Mais la réaction du FPR était autre chose, parce que si je ne me trompe pas, j'ai déjà demandé à Amadou Deme, qui travaillait avec vous, je pense, et il m'a dit que les troupes étaient déjà mobilisées dans certains endroits avant même que l'avion soit battu. Évidemment, ça tombe sous le sens. Hein? Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas parce que l'avion a été abattu que le président Habyarimana est mort et que le chef d'état-major des FAR est mort également, qu'au claquement de doigts, le FPR est en mesure de débuter une offensive militaire majeure. Hein? Soyons clairs, il est totalement exclu de profiter d'une telle opportunité pour improviser une opération militaire qui durera 3 mois, ou plus de 3 mois. Hein? Parce que, finalement, pour pouvoir débuter cette offensive militaire dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, eh bien, il y a tout un processus qui doit être suivi. C'est ce qu'on appelle en termes militaires un processus
d'état-major. Pareil engagement, donc le déclenchement d'une offensive, pareil engagement ne peut qu'être le résultat d'un processus majeur de préparation qui comporte la conception de la manœuvre sur le plan stratégique, la diffusion des ordres jusqu'aux plus petits échelons et la mise en place de milliers d'hommes dans les positions de départ prêts à réagir à l'ordre d'exécution. Et c'est ce qu'a constaté le major Dame ou le capitaine Dame à l'époque, ainsi que d'autres observateurs militaires. Et last but not least, au-delà du plan stratégique qui a dû être préparé et diffusé, il ne faut pas oublier qu'il était indispensable pour le FPR de se constituer des stocks de munitions, de carburant, de matériel et d'une série d'équipements divers indispensables à l'alimentation de son offensive qui a duré plus de 3 mois. Faute de quoi, si ça n'avait pas été le cas, cette offensive se serait arrêtée d'elle-même après quelques jours. Ceci implique que le FPR a obligatoirement bénéficié d'un appui extérieur conséquent. Et ce, en totale contradiction avec l'embargo qui existait, donc l'embargo de l'ONU qui existait sur les armes décrétées par le Conseil de sécurité. Donc, cette offensive ne pouvait pas être déclenchée de suite après l'attentat si elle n'avait pas été préparée de longue date auparavant. Et ça, je crois qu'il ne faut pas avoir fait le cours supérieur d'état-major pour que tout le monde comprenne que c'est tout à fait un raisonnement objectif, que c'est une question de bon sens élémentaire. Et comment expliquez-vous le fait que encore aujourd'hui, il y en a qui prétendent on ne sait pas ce qui s'est passé? Comment expliquer ça? Vous savez, l'explication, elle est très claire. C'est ceux qui ne veulent pas que l'on connaisse la vérité, qui essayent de noyer le poisson et d'utiliser tous les subterfuges possibles et imaginables pour qu'on n'aille pas mettre son nez dans ce qui s'est passé en réalité. Mais je ne vais pas dire que tout le monde le sait, mais oui, pratiquement tout le monde le sait. Nous avons maintenant, 25 ans après les faits, des éléments objectifs qui ne nous permettent pas d'imaginer que non, des éléments objectifs qui sont là pour prouver que c'est bien le Front patriotique rwandais qui a organisé cet attentat et que cet attentat faisait partie de tout un plan stratégique qui qui devait permettre le déclenchement d'une offensive militaire majeure pour s'emparer du pouvoir. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut aussi concevoir l'invasion du Congo-Zaïre comme une suite logique de la prise du pouvoir par Paul Kagame. Oui, exactement. Et en terminant, colonel Marshall, vous avez dit que les forces gouvernementales souhaitaient la paix. Et après l'attentat, la guerre s'est poursuivie et c'est là qu'il y a eu des massacres. Quelle a été l'attitude des deux parties? Il en reste à peu près 2-3 minutes. Je m'excuse, mais peut-être vous pourriez nous répondre à cette question-là. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'après l'attentat, ce que moi j'ai pu constater bien concrètement, c'est que les tueries se sont développées, que ce soit à Kigali ou dans l'intérieur du pays, et que les seuls qui ont exprimé le souhait d'une coalition sacrée entre Rwandais, c'est la MINUAR et c'est les forces gouvernementales, donc les phares. Et toutes les demandes de cessez-le-feu qui ont été exprimées, soit par la MINUAR, soit par les forces armées rwandaises, soit par les autorités politiques en place, eh bien, aucune de ces demandes de cessez-le-feu n'a reçu une réponse positive
de la part du FPR. Parce que, objectivement, si le FPR admettait un cessez-le-feu qui aurait pu mettre un terme au génocide, eh bien, le FPR devait arrêter son offensive et son objectif est bien une prise de pouvoir par les armes de manière à ne plus devoir partager ce pouvoir. Oui, donc c'est très clair. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais je vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là parce que ça va aider les gens à comprendre ce qui s'est passé et au-delà des larmes puis une sorte de propagande qui vise à cacher les raisons pour lesquelles une telle tragédie a eu lieu. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue, colonel Luc Marchal. Avec plaisir, M. Philpot. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir, au revoir. C'était le colonel Luc Marchal qui a dirigé, commandant des troupes de la MINUAR au Rwanda il y a 25 ans, à l'époque de l'attentat et de la tragédie qui en a suivi. Vraiment, c'est un témoignage important.